Bonjour, nous allons aujourd'hui reprendre la série qui a été interrompue sur le printemps arabe il y a de ça 8 ans, je crois, juste avec la chute d'Alep à l'époque sous le bombardement russe et les milices iraniennes qui ont fait en sorte que le printemps arabe a reçu un coup dur de l'époque et il est passé à l'oubliette, quoi. Comme quoi, on n'en parlait plus. Et nous voilà, aujourd'hui, on reprend avec la libération d'Alep, justement, et ce qui a suivi, c'est-à-dire l'effondrement comme un château en carton du régime syrien. Et avec lui, je dirais pas que c'est l'effondrement du projet de l'empire iranien, on va revenir là-dessus, mais un coup dur qui a été reçu par le projet iranien dans la région arabe, et qui est un projet qui avait la prétention de reprendre la tradition d'un empire perse qui date de Cyrus le Grand. Donc, depuis ce temps-là, je dirais, c'est-à-dire entre les deux grands événements, la chute d'Alep et maintenant la libération d'Alep et la chute du régime Assad et sa fuite, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la géopolitique arabe, d'une part, et c'est lié lorsque je parle de géopolitique arabe. Dans mon esprit, c'est lié aux pays essentiellement concernés ou limitrophes, on appelle ça en arabe Buldan Tawq, qui sont frontaliers avec Israël et qui ont mené des guerres effectives contre Israël, ce qui donne une priorité dans la lecture. Lorsqu'on parle de géopolitique arabe, on commence pas par Djibouti, par exemple, mais on commence par les pays concernés. Et à ce niveau, il s'est passé aussi des choses particulièrement intéressantes dans la clarification des relations internationales, que ce soit par rapport à l'Iran ou par rapport au monde arabe. Et chacun de ces points mériterait un développement à part. On va voir, selon l'emploi du temps et la répartition de ces capsules qu'on va essayer de diffuser, dans quelle mesure on peut traiter de tous ces sujets. On commence aujourd'hui par ce qu'on appelle le projet iranien qui a reçu un coup dur, le projet d'un empire iranien. Juste, je vais à l'essentiel en précisant que les Iraniens qui ont bien manœuvré pendant une quarantaine d'années depuis le régime Khomeini, plus que 40 ans, depuis l'installation de Khomeini au pouvoir, dans un jeu de dupes, je dirais, avec un double discours. Un discours qui est
destiné à mobiliser des milices arabes fondées sur des minorités chiites dans le monde arabe pour déstabiliser des régimes arabes qui avaient du mal à se regrouper et qui étaient en crise pour tout un tas de raisons. On ne va pas rentrer dans l'histoire événementielle de la région, mais en gros, on pouvait plus concevoir un vrai affrontement avec Israël sans l'Égypte, qui est la pièce maîtresse depuis que Sadat a neutralisé l'Égypte, et ça a été reconfirmé, renouvelé, et par le régime de l'islam politique de Morsi et par le régime actuel de Sisi, qui n'ont jamais remis en question cet accord de paix qui a été signé avec Israël et qui, d'après Kissinger, a été présenté comme un cadeau à Israël sans contrepartie. Au moins, c'est ce que Kissinger disait dans ses mémoires. Donc, l'Iran, je dirais, avait un double discours. Un discours qui est fondé sur un islam fondamentaliste et sur une doctrine bien précise dans cet islam chiite, à savoir wilayat al-faqih, c'est-à-dire comment on a traduit ça par le primat, si vous voulez, de la domination de l'homme religieux sur la politique. Et voilà, j'essaie pas de traduire en terminologie d'orientalisme occidental parce que ça donne des contresens. Il y a beaucoup d'occidentaux qui se sont donnés à cet exercice pour parler d'une théocratie. Ça ne correspond pas à la réalité. Donc, disons que depuis la prise du pouvoir par les mullahs en Iran, il y a eu un débat suite à cette révolution islamique. Est-ce que cette révolution va se contenter de développer l'intérieur de l'Iran, ou bien on va transporter cette révolution en dehors de l'Iran? C'est le même débat qui a été, ou auquel étaient affrontés les bolcheviks lorsqu'ils ont pris le pouvoir en Russie. On se rappelle à l'époque le débat entre Staline et Trotsky. Est-ce qu'on peut bâtir le socialisme dans un seul pays, ou bien c'est la révolution permanente, il faut exporter cette révolution à l'extérieur. Mais ici, il ne s'agit pas d'exporter le socialisme, il s'agit d'exporter un discours de l'islam qui est controversé et qui risque d'animer des conflits qui datent de 1400 ans là, entre sunnisme et chiisme, etc. C'est exactement ça qui a fait en sorte que l'Iran a été accusé. On le voit très bien maintenant dans le discours de l'équipe qui a pris le pouvoir, M. Ahmad Shara, qui dit pourquoi les Iraniens nous font porter la responsabilité d'un conflit qui date de 1400 ans entre sunnites et chiites. Nous, on n'était pas là. Et c'est pas actuel pour nous. Ça correspond à un discours confessionnaliste.
Et ça, c'est adressé au monde arabe, avec la mention que c'est pas tous ce qu'on appelle les ulama chiites qui sont d'accord avec la doctrine de Wilayat al-Faqih. Il y en a d'autorités qui n'étaient pas d'accord, du genre Mohammed Hussein Fadlallah ou Mehdi Shamsuddin ou même l'imam Moussa Sadr qui discutaient d'un état civil, d'une société civile, etc. Donc c'est pas unanime, même si ces courants chez les chiites ont été marginalisés. Un double discours dans le sens où le discours qui est adressé à l'Occident est tout à fait autre. C'est là où se révèlent fondamentalement les intérêts à long terme ou le projet d'un empire ottoman, de ressusciter d'un empire iranien, perse, sont ressuscités et qui passe en Occident au moins, qui passe pour une grande majorité d'Américains croyants et qui sont très attachés à une lecture textuelle de la Bible, dans le sens où ça rappelle d'abord l'Iran se présente dans ce discours en Occident comme étant non pas un pays sémite, mais un pays arien, ce qui est vrai. Et ça touche beaucoup de catégories là en Occident. Donc il ne paye pas la facture d'être le sémite persécuté, etc. Ou il n'est pas associé à l'arabe, qui est dans ce genre de discours, il est de seconde classe. Deuxième point, c'est de rappeler aux Américains bibliques, et là on touche à un point névralgique, je dirais, sur ce que j'appellerais moi l'orientalisme biblique américain, c'est de rappeler et aux Américains évangélistes et au lobby juif aux États-Unis que Cyrus est le sauveur ou était le sauveur du peuple juif, dans la mesure où lorsque vers 500 ans avant Jésus-Christ, Cyrus a envahi Babylone, la nouvelle Babylone de l'époque, et c'est lui-même qui a fait la guerre à partir de cette guerre de Babylone. Il a fait la guerre à Athènes également, mais là il n'avait pas gagné, mais à Babylone il avait gagné. Il a pu chasser les Assyriens de la Palestine et en même temps de libérer le peuple juif qui était en déportation à Babylone par les Assyriens, par Nabuchodonosor. Et c'est à ce titre qu'il est considéré même par les Juifs comme étant le sauveur du peuple juif. Et il a recommandé la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est ce double discours-là qui induit beaucoup de gens en erreur, là, de dire, voilà, il y a un début de réformiste là en Iran. C'est la théorie qui nous a sorti Obama dans le temps. Comme quoi, il n'y a pas que les conservateurs, des mullahs en Iran, il y a des réformateurs du genre Jawad Zarif qui parle anglais, etc. Mais c'est mal lire le régime iranien. Les vrais réformateurs sont en prison en Iran. Et le peuple iranien a essayé sa chance
3 ou 4 fois, une vraie révolution, il a été maté avec l'appui de l'Occident ou au moins sa complicité. Alors, je vois mal là, euh, euh, comment on présente ce qu'on a essayé de nous faire avaler, le courant réformateur en Iran. De toute façon, il n'était jamais question, au moins pour les Américains qui étaient en négociation sur le nucléaire avec les Iraniens, il n'a jamais été question de changer le régime. Et ça, c'était dit clair et net. Tout ce que les Américains ont dit, que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est de changer le comportement de l'Iran. Par exemple, si on fait la différence entre Obama et Trump, Trump, c'est vrai qu'il n'a pas renouvelé la signature de l'accord nucléaire avec l'Iran, mais ce n'est pas le principe même qu'il remettait en question. Il l'a bien dit, il a dit, lui qui aime beaucoup la terminologie d'entrepreneur, il emploie toujours le terme deal, que Obama a fait un très mauvais deal, dans le sens où il aurait pu faire payer aux Iraniens, en signant cet accord nucléaire, plus de concessions qu'il ne l'a fait. C'est comme s'il leur avait fait un cadeau. Par exemple, et en ça, il n'avait pas tort, ce qu'on appelle actuellement les bras armés de l'Iran dans le monde arabe, il aurait pu négocier ça, Obama. L'autoroute, pas l'autoroute au sens asphalté et tout, mais la route qui a été sous le règne d'Obama a essayé de faire la jonction entre Téhéran via l'Irak, la Syrie, le Liban pour faire passer des armes à Hezbollah au Liban. C'est dans cet esprit-là. Ils n'ont pas négocié, les Américains, qu'il faut arrêter ça. Et tout ce qu'ils font maintenant, c'est d'applaudir ceux qui remettent en question cette autoroute. Parce que il n'était pas, il, il avait honte de le demander, quoi. Bon. Donc, là, ce double discours n'aurait pas pu fonctionner s'il n'y avait pas quelque chose qu'il faut approfondir dans la société, dans la sociologie américaine. Exactement. C'est ce que j'appelle, moi, et je spécifierai une capsule à part pour cette question importante, ce que j'appelle, moi, l'orientalisme biblique américain, c'est de voir comment les évangélistes, qui sont un groupe de pression le plus important, je dirais, aux États-Unis, et le plus grand électeur, que ce soit pour les républicains ou les démocrates, comment ils conçoivent leur rapport à Israël. Pourquoi ce soutien inconditionnel à Israël, quel que soit le président, que ce soit républicain ou démocrate. Et on a beau expliquer ça par la version marxiste de dire les pétroles et les intérêts économiques, et je vois mal là, le pétrole, c'est entre les mains des Arabes sunnites, là. C'est pas entre à majorité, l'Arabie saoudite, les alliés des États-Unis traditionnels, etc. C'est comme si les Américains, depuis Obama, je dirais avant, ont fait une option
contre deux terrorismes, disons, le terrorisme chiite de l'Iran et le terrorisme sunnite de Daesh. Ils ont opté pour le terrorisme chiite. Il est plus gentil et ils l'ont soutenu. C'est-à-dire, si on voit ce que les Américains ont pratiqué en Irak pendant qu'ils étaient là, ben c'est eux qui ont entraîné le Hajj Shabi, qui ont fait en sorte que même l'affaire de Daesh, ça se discute. Qui est à l'origine de Daesh? Pourquoi M. Malki, par exemple, a sorti de prison les gens qui étaient à Abu Ghraib, il les a envoyés en Syrie pour soutenir le régime. Et le Malki s'est partagé entre l'Iran et les Américains à l'époque. Donc, ça c'est un thème à développer à part. Et l'autre thème que j'aimerais bien développer dans cette série, ce sera une autre fois, c'est le changement de la sociologie politique dans la région entre l'émergence de l'Iran comme joueur principal dans le monde arabe et maintenant le retour à une géopolitique des régimes arabes qui avaient perdu toute crédibilité parce que ce qui a rendu possible cette tentative iranienne, je dirais agressive vis-à-vis du monde arabe, c'était justement l'état d'effondrement ou d'inefficacité des régimes arabes qui pouvaient rien apporter ni au niveau du conflit palestinien, ni au niveau... C'est ce qui a laissé le champ libre à un acteur comme l'Iran de faire la pluie et le beau temps pendant une quarantaine d'années dans la région. Merci.